ASMR French Whisper. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Oui, j'étais partie quelques jours. Je voudrais continuer la lecture du livre de Samuel Beckett. Voilà. Finalement, je trouve sympa ce livre. J'avais pas pu le lire comme ça, toute seule. Mais avec vous, c'est sympa. Et le lire à voix haute, quelque part, ça lui donne un sens. Donc, si vous voulez bien, je vais juste vous resituer un petit peu le contexte. Ce personnage qui parle de lui bizarrement et qui fait un retour en arrière sur une rencontre étrange qu'il a pu faire un jour en se promenant au bord de la mer, caché derrière un rocher où il a vu deux autres personnages qui se croisaient sur un chemin, et il y a un ensemble de réflexions et de divagations sur ces personnages. Et si vous vous souvenez bien, je m'étais arrêtée parce que les cloches de mon village se mettaient à sonner. Puis c'est un livre particulier puisqu'il n'y a pas de chapitre, même pas de paragraphe. C'est tout juste il y a une ponctuation. C'est presque heureux qu'il y en ait une. Il pourrait ne pas y en avoir. Donc, je vais aller me chercher un café. Là, maintenant, je reviens tout de suite et je vous lis. Voilà. Alors, je vous en proposerai bien, mais je sais que vous n'aimez pas ça. Et puis, soyons clairs, à travers un écran, c'est difficile à proposer. Vous voyez la fumée? Il y a mon chat qui va nous accompagner. Il aime bien m'embêter quand je m'occupe pas de lui. En fait, c'est une petite chatte. Petite chieuse. Commence pas tes bêtises. Bon, alors, je sais plus exactement à quel bout de mon texte j'étais arrêté. Je vais essayer de reprendre à peu près correctement. Je fis donc bien, sans doute. Enfin, aussi bien. C'est difficile de ne pas me déranger de mon poste d'observation. Mais au lieu d'observer, j'eus la faiblesse de retourner en esprit vers l'autre, vers l'homme au bâton. Ce fut alors à nouveau les murmures. J'y crois pas. Ramener le silence sur le rôle des objets. Je me disais, qui sait s'il n'est pas simplement sorti prendre l'air, se décrisper, se dégourdir, se décongestionner le cerveau en faisant affluer le sang aux pieds afin de s'assurer une bonne nuit, un heureux réveil, un lendemain enchanteur. Portait-il seulement une besace? Mais cette démarche, ces regards anxieux, cette massue,
peut-on les concilier avec l'idée qu'on se fait de ce qu'on appelle un petit tour? Mais ce chapeau, c'était un chapeau de ville, suranné mais de ville, que le moindre vent emporterait au loin, à moins qu'il ne soit attaché sous le menton au moyen d'un cordon ou d'un élastique. J'ôtais mon chapeau et le regardais. Un long lacet le relie, depuis toujours, à ma boutonnière, toujours la même, quelle que soit la saison. Je vis donc toujours. C'est bon à savoir. La main qui s'était saisie du chapeau et qui le tenait toujours, je l'éloignai autant que possible de moi et lui fis d'écrire des arcs. Ce faisant, je regardai le revers de mon manteau et le vis s'ouvrir et se refermer. Je comprends maintenant pourquoi je ne portais jamais de fleurs à la boutonnière. Assez ample pourtant pour en recevoir tout un bouquet. Ma boutonnière était réservée à mon chapeau. C'était mon chapeau que je fleurissais. Mais ce n'est ni de mon chapeau ni de mon manteau que je désire parler à présent. Ce serait prématuré. J'en parlerai sans doute plus tard, quand il s'agira de dresser l'inventaire de mes biens et possessions, à moins que je ne les perde d'ici là. Mais même perdus, ils auront leur place dans l'inventaire de mes biens. Mais je suis tranquille, je ne les perdrai pas. Les béquilles non plus, je ne les perdrai pas, mais je les jetterai peut-être un jour. Je devrais me trouver au sommet ou sur les flancs d'une éminence peu ordinaire, sinon comment aurais-je pu plonger mes regards sur tant de choses proches et lointaines, fixes et mouvantes. Mais que venait faire une éminence dans ce paysage à peine ondulé? Et moi, qu'étais-je venu y faire? C'est ce que nous allons essayer de savoir. D'ailleurs, ne prenons pas ces choses-là au sérieux. Il y a, paraît-il, de tout dans la nature, et les l'usus y abondent, et je confonds peut-être plusieurs occasions différentes. Et les heures au fond, et le fond c'est mon habitat. Oh, pas le fin fond, quelque part entre l'écume et la fange. Et c'est peut-être un jour A, à tel endroit, puis un autre B, à tel autre, puis un troisième, le rocher et moi, et ainsi de suite pour les autres composants, les vaches, le ciel, la mer, les montagnes. Je ne peux le croire. Non, je ne mentirai pas, je le conçois facilement. Qu'à cela ne tienne, poursuivons. Faisons comme si tout était surgi du même ennui. Meublons jusqu'au plein noir. Ce qui est sûr, c'est que l'homme au bâton ne repassa pas par là cette nuit-là, car je l'aurais entendu. Je ne dis pas que je l'aurais vu, je dis que je l'aurais entendu. Je dors peu, et le peu que je dors, je le dors le jour. Oh, pas systématiquement dans ma vie démesurée, j'ai tâté de tous les sommeils, mais à l'époque que je découvre, je faisais mon somme le jour, et que plus est, le matin. Qu'on ne vienne pas me parler de la lune, il n'y a pas de lune dans ma nuit, et si cela m'arrive de parler des étoiles, c'est par mégarde. Or, de tous les bruits de cette nuit-là, pas un ne fut celui de ces lourds pas incertains, de cette massue dont par moments il frappait la terre à la faire trembler. Que c'est agréable d'être confirmé, après une période plus ou moins longue de vacillation dans ses premières impressions. C'est sans doute ce qui tempère les affres du trépas. Non pas que je le fusse de façon concluante, je veux dire confirmé dans ma première impression au sujet de B, car les charrettes et tombereaux qui, un peu avant l'aube, qui passèrent avec un bruit de tonnerre, amenant au marché fruits, beurre et fromage, dont l'un d'eux il avait peut-être pris place, vaincu par la fatigue ou par le découragement, voire mort. Ou il avait pu rentrer en ville par un autre chemin, trop distant pour que je pusse entendre ce qui s'y passait, ou par des petits sentiers à travers champs, foulant silencieusement l'herbe et pilonnant le sol muet. Ce fut ainsi que je tirai cette nuée lointaine, partagée entre les murmures de mon être poliment perplexe
et ce si différent, tant que ça, de tout ce qui reste et passe entre deux soleils. Pas une seule fois une voix humaine, mais les vaches au passage des paysans appelant en vain pour qu'on vienne les traire. A et B, jamais je ne les revis. Mais je les reverrai peut-être. Mais saurais-je les reconnaître? Et suis-je sûr de ne jamais les avoir revus? Et qu'est-ce que j'appelle voir et revoir? Un instant de silence, comme lorsque le chef d'orchestre frappe sur son pupitre, lève les bras avant le fracas des cols, de la fumée, des bâtons, de la chair, des cheveux, le soir au loin, autour du désir d'un frère. Ces haillons, je sais les susciter pour en couvrir ma honte. Je me demande ce que ça veut dire, mais je ne serai pas toujours dans le besoin. Mais à propos du désir d'un frère, je dirais que m'étant réveillée entre 11h et midi, j'entendis l'Angélus rappelant l'incarnation peu de temps après, je résolus d'aller voir ma mère. Il fallait, pour me résoudre à aller voir cette femme, des raisons présentant un caractère d'urgence. Et ces raisons, puisque je ne savais quoi faire ni où aller, ce fut pour moi un jeu d'enfant unique, de m'en remplir l'esprit, jusqu'à ce que toute autre préoccupation fût bannie, et que je me prisse à frémir à la seule idée que je pourrais en être empêché de m'y rendre, je veux dire chez ma mère, séance tenante. Je me levai par conséquent, ajustai mes béquilles et descendis sur la route où je trouvai ma bicyclette. Tiens, je ne m'attendais pas à ça, à l'endroit même où j'avais dû la laisser. Cela me permet de remarquer que, tout estropié que j'étais, je montais à bicyclette avec un certain bonheur à cette époque. Voici comment je m'y prenais. J'attachais mes béquilles à la barre supérieure du cadre, une de chaque côté. J'accrochais le pied de ma jambe raide, j'oublie laquelle, elles sont raides toutes les deux à présent, à la saillie de l'axe de la roue avant, et je pédalais avec l'autre. C'était une bicyclette à catène, à roue libre, si cela existe. Chère bicyclette, je ne t'appellerai pas vélo, tu étais peinte en vert comme tant de bicyclettes de ta promotion. Je ne sais pourquoi. Je la revois volontiers et j'aurais plaisir à la détailler. Elle avait une petite corne ou trompe au lieu de timbre à la mode de vos jours. Actionner cette corde était pour moi un vrai plaisir, une volupté presque. J'irai plus loin, je dirais que si je devais dresser le palmarès des choses qui ne m'ont pas trop fait chier au cours de mon interminable existence, l'acte de corner y occuperait une place honorable. Et quand je dus me séparer de ma bicyclette, j'en enlevai la corne et la gardai par devers moi. Je l'ai toujours, je crois, quelque part, et si je ne m'en sers plus, c'est qu'elle est devenue muette. Même les automobilistes d'aujourd'hui n'ont pas de corne, dans le sens où je l'entends, ou rarement. Quand je repère une dans la rue par la vitre baissée d'une automobile en stationnement, souvent je m'arrête et l'actionne. Il faudrait réécrire tout cela au plus que parfait, parler de bicyclette et de cornes, quel repos. Malheureusement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de celle qui me donna le jour par le trou de son cul, si j'ai bonne mémoire, premier emmerdement. J'ajouterai donc seulement que tous les 100 mètres à peu près, je m'arrêtais pour me reposer les jambes, non seulement les jambes. Je ne descendais pas à proprement dire de selle, je restais à califourchon, les deux pieds par terre, les bras sur le guidon, la tête sur les bras, et j'attendais de me sentir mieux. Mais avant de quitter ces sites enchanteurs, suspendus entre la montagne et la mer, abrités de certains vents et ouverts à tout ce que le midi apporte dans ce pays damné de parfums et de tiédeur, je m'en voudrais de taire le terrible cri des râles qui courent la nuit dans les blés, dans les prairies, pendant la belle saison, en agitant leurs crécelles.
Cela me permet par surcroît de savoir quand débuta cet irréel voyage, pénultième d'une forme pâlissante entre formes pâlissantes, et que je déclare sans autre forme de procès avoir débuté dans la 2e ou 3e semaine de juin, au moment, c'est-à-dire pénible entre tous, où, sur ce qu'on appelle notre hémisphère, l'acharnement du soleil atteint son maximum, et que la clarté arctique vient pisser sur nos minuits. C'est alors que les râles se font entendre. Ma mère me voyait volontiers, c'est-à-dire qu'elle me recevait volontiers, car il y avait belle lurette qu'elle ne voyait plus rien. Je m'efforcerais d'en parler avec calme. Nous étions si vieux, elle et moi. Elle m'avait eu si jeune que cela faisait comme un couple de vieux compères, sans sexe, sans parenté, avec les mêmes souvenirs, les mêmes rancunes, la même expectative. Elle ne m'appelait jamais fils d'ailleurs, je ne l'aurais pas supporté. Mais Dan, je ne sais pourquoi je ne m'appelle pas Dan. Dan était peut-être le nom de mon père, oui, elle me prenait peut-être pour mon père. Moi je la prenais pour ma mère et elle me prenait pour mon père. Dan, tu te rappelles le jour où j'ai sauvé l'hirondelle? Dan, tu te rappelles le jour où tu as enterré la bague? Voilà de quelle façon elle me parlait. Je me rappelais, je veux dire que je savais à peu près de quoi elle parlait. Et si je n'avais pas toujours participé personnellement aux incidents qu'elle évoquait, c'était tout comme. Moi, je l'appelais Mag, quand je devais lui donner un nom. Et si je l'appelais Mag, c'était que mon idée, sans que je sus dire pourquoi, la lettre G abolissait la syllabe Ma, et pour ainsi dire, crachait dessus. Mieux que toute autre lettre ne l'aurait fait. Et en même temps, je satisfaisais un besoin profond, et sans doute inavoué, celui d'avoir une Ma, c'est-à-dire une maman, et de l'annoncer d'une autre voix, et de l'annoncer à haute voix, car avant de dire Mag, on dit Ma, c'est forcé, et Da, dans ma région, veut dire papa. D'ailleurs, pour moi, la question ne se posait pas à l'époque où je suis en train de me faufiler. Je veux dire la question de l'appeler Mag ou la comtesse Caca, car il y avait une éternité qu'elle était sourde comme un pot. Je crois qu'elle faisait sous elle, et sa grande et sa petite commission. Mais une sorte de pudeur nous faisait éviter ce sujet au cours de nos entretiens, et je ne pus jamais en acquérir la certitude. Du reste, cela devait être bien peu de choses. Quelques crottes de bique, parcimonieusement arrosées tous les 2 ou 3 jours. La chambre sentait l'ammoniaque. Oh, pas que l'ammoniaque, mais l'ammoniaque. L'ammoniaque. Elle savait que c'était moi, à mon odeur. Son visage parcheminé et poilu s'allumait. Elle était contente de me sentir. Elle articulait mal, dans un fracas de râtelier, et la plupart du temps ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Tout autre que moi se serait perdu dans ce babil cliquetant qui ne devait s'arrêter que pendant ces courts instants d'inconscience. D'ailleurs, je ne venais pas pour l'écouter. Je me mettais en communication avec elle en lui tapotant le crâne. Un coup signifiait oui, 2 non, 3 je ne sais pas, 4 argent, 5 adieu. Cela m'était indifférent. J'avais eu du mal à dresser à ce code son entendement ruiné et délirant, mais j'y étais arrivé. Qu'elle confondit oui, non, je ne sais pas, et adieu, cela m'était indifférent, je les confondais moi-même. Mais qu'elle associa les 4 coups avec autre chose qu'avec l'argent, voilà ce à quoi il fallait obvier à tout prix. Pendant la période de dressage, donc, en même temps que je lui frappais les 4 coups sur le crâne, je lui fourrais un billet de banque sous le nez ou dans la bouche.
Petit naïf que j'étais, car elle semblait avoir perdu sinon la notion de la mensuration absolument, tout au moins la faculté de compter au-delà de deux. Il y avait trop loin pour elle, comprenez-vous, de 1 à 4. Arrivée au 4e coup, elle se croyait seulement au 2e, les 2 premiers s'étant effacés de sa mémoire aussi complètement que s'ils n'avaient jamais été ressentis. Quoique je ne vois pas très bien comment une chose jamais ressentie peut s'effacer de la mémoire, et cependant cela arrive couramment. Elle devait croire que je lui disais tout le temps non, alors que rien n'était plus loin de mes intentions. Éclairée par ces raisonnements, je cherchais et finis par trouver un moyen plus efficace pour insérer dans son esprit les détergents. Il consistait à substituer aux 4 coups de mon index un ou plusieurs, selon mes besoins, coups de poing sur son crâne. Ça, elle le comprenait. D'ailleurs, je ne venais pas pour l'argent, je lui en prenais. Mais je ne venais pas pour cela. Je ne lui en veux pas trop à ma mère. Je sais qu'elle fait tout pour ne pas m'avoir, sauf, évidemment, le principal. Et si elle ne réussit jamais à me décrocher, c'est que le destin me réservait à une autre fosse que celle d'aisance. Mais l'intention était bonne, et cela me suffit. Non, cela ne me suffit pas, mais je lui en tiens compte à ma mère des efforts qu'elle fit pour moi, et je lui pardonne de m'avoir un peu secoué dans les premiers mois, et d'avoir gâté la seule période à peu près potable de mon énorme histoire. Et je lui tiens compte également de ne pas avoir recommencé, instruite par mon exemple, ou de s'être arrêtée à temps. Et si je dois chercher un jour un sens à ma vie, on ne sait jamais, c'est de ce côté que je gratterai d'abord, du côté de cette pauvre putain unie par, et de moi dernier de mon engeance, je me demande laquelle. J'ajoute, avant d'en venir aux faits, car on dirait vraiment des faits de ce distant après-midi d'été, qu'avec cette vieille femme sourde, aveugle, impotente et folle, qui m'appelait Dan et que j'appelais Mag, et avec elle seule, Non, je ne peux pas le dire. C'est-à-dire que je pourrais le dire, mais je ne le dirais pas. Oui, il me serait facile de le dire, car ce ne serait pas vrai. Que voyais-je d'elle? Une tête toujours, quelquefois les mains, rarement les bras. Une tête toujours, voilée de poils, de rides, de saleté, de bave. Une tête qui obscurcissait l'air. Non pas qu'il importe de voir, mais c'est un petit commencement. C'est moi qui prenais la clé sous l'oreiller, qui prenais l'argent dans le tiroir, qui remettait la clé sous l'oreiller. Mais je ne venais pas pour l'argent. Je crois qu'il y avait une femme qui venait chaque semaine. Une fois, j'y posais mes lèvres vaguement, précipitamment, sur cette petite poire grisâtre et ratatinait. Pouah, cela lui fit-il plaisir, je ne sais pas. Son caquetage s'arrêta un instant, puis reprit. Elle dut se demander ce qui lui arrivait. Elle se dit peut-être « Pouah !» Je sentis une odeur terrible. Cela devait venir des intestins. Parfum d'antiquité. Oh, je ne la critique pas, moi non plus je ne flaire pas l'Arabie. Décrirai-je la chambre? Non. J'en aurai l'occasion peut-être plus tard, quand j'y chercherai asile, à bout d'expédients, toute honte bue, la queue dans le rectum, qui sait. Bon, maintenant qu'on sait où l'on va, allons-y. Il est si bon de savoir où l'on va dans le premier temps. Ça vous enlève presque l'envie d'y aller. J'étais distrait, moi qui le suis si peu, car de quoi le serais-je, et quant à mes mouvements, encore plus incertain qu'à l'ordinaire. La nuit avait dû me fatiguer, enfin m'affaiblir, et le soleil, se hissant de plus en plus à l'est,
m'avait empoisonné pendant que je dormais. Entre lui et moi, avant de fermer les yeux, j'aurais dû mettre la masse de rochers. Je confonds est et ouest, les pôles aussi, je les intervertis volontiers. Je n'étais pas dans mon assiette. Elle est profonde, mon assiette. Une assiette à soupe, et il est rare que je n'y sois pas. C'est pourquoi je le signale. Je fis néanmoins quelques miles sans accroc et arrivai ainsi sous les remparts. Là, je descendis de selle, conformément au règlement. Oui, pour entrer dans la ville et pour en sortir, la police exige que les cyclistes descendent de selle, que les automobiles se mettent en première vitesse, que les hippomobiles n'avancent qu'au pas. La raison de cette ordonnance est, je crois, la suivante, que les voies d'accès et bien entendu de sortie de cette ville sont étroites et obscurcies par d'immenses voûtes, sans exception. C'est une bonne règle et j'y obtempère avec soin, malgré le mal que j'ai avancé en me servant de mes béquilles et en poussant ma bicyclette en même temps. Je m'arrangeais, il fallait y penser. Ainsi nous franchîmes cette passe difficile, ma bicyclette et moi, en même temps. Mais un peu plus loin, je m'entendis interpeller. Je levai la tête et vis un agent de police. C'est là une façon elliptique de parler, car ce ne fut que plus tard, par voie d'induction ou de déduction, je ne sais plus, que je sus ce que c'était. « Que faites-vous là ?» dit-il. J'ai l'habitude de poser cette question, je la compris aussitôt. Je me repose, dis-je. Vous vous reposez, dit-il. Je me repose, dis-je. Voulez-vous répondre à ma question, s'écria-t-il. Voilà ce qui m'arrive régulièrement quand je suis acculé à la confabulation. Je crois sincèrement avoir répondu aux questions qu'on me pose et en réalité il n'en est rien. Je ne rétablirai pas cette conversation dans tous ses méandres. Je finis par comprendre que ma façon de me reposer, mon attitude pendant le repos, à califourchon sur ma bicyclette, les bras sur le guidon, la tête sur les bras, attendaient à je ne sais plus quoi, à l'ordre, à la pudeur. J'indiquais modestement mes béquilles et hasardais quelques bruits sur mon infirmité qui m'obligeait à me reposer comme je le pouvais, plutôt que comme je le devais. Je crus comprendre alors qu'il n'y avait pas de loi, l'une pour les bien portants et l'autre pour les invalides, mais une seule à laquelle devaient se plier riches et pauvres, jeunes et vieux, heureux et tristes. C'était un beau parleur. Je fis remarquer que je n'étais pas triste. Qu'est-ce que j'avais dit là? Vos papiers, dit-il, je le sus un instant plus tard. Mais non, dis-je, mais non. Vos papiers, s'écria-t-il. Ah, mes papiers. Or, ces papiers que je porte sur moi, c'est un peu de papier journal pour m'essuyer, vous comprenez, quand je vais à la garde-robe. Oh, je ne dis pas que je m'essuie chaque fois que je vais à la garde-robe, non, mais j'aime être en mesure de le faire le cas échéant. Cela est naturel, il me semble. Affolé, je sortis ce papier de ma poche et le lui mis sous le nez. Le temps était au bout. Nous prîmes par des petites rues ensoleillées, peu passantes, moi sautillant entre mes béquilles, lui poussant délicatement ma bicyclette de sa main gantée de blanc. Je ne me sentais pas malheureux. Je m'arrêtai un instant, je pris cela sur moi, levai la main et touchai le dôme de mon chapeau. Il était brûlant. Je sentais se retourner sur notre passage des visages gais et calmes, visages d'hommes, de femmes, d'enfants. Il me sembla entendre à un moment donné une musique lointaine. Je m'arrêtai pour mieux l'écouter.
Avancez, dit-il. Écoutez, dis-je. Avancez, dit-il. On ne me permettait pas d'écouter de la musique. Cela aurait pu provoquer un attroupement. Il me donna une bourrade dans le dos. On m'avait touché. Oh, pas la peau, mais quand même ma peau l'avait senti, ce dur point d'homme, à travers ses couvertures. Tout en avançant de mon pas, le meilleur je me donnais à cet instant doré, comme si j'avais été un autre. C'était l'heure du repos entre le travail du matin et celui de l'après-midi. Les plus sages peut-être, allongés dans les squares ou assis devant leurs portes, en savouraient les langueurs finissantes, oublieux des soucis récents, indifférents aux proches. D'autres, au contraire, en profitaient pour tirer des plans, la tête dans les mains. Y en avait-il un seul pour se mettre à ma place, pour sentir combien j'étais peu à cette heure, celui dont j'avais l'air, et dans ce peu, quelle puissance il y avait d'amarre tendu à péter. C'est possible. Oui, je tirais vers ce faux profond, aux fausses allures de gravité et de paix, et je m'y lançais de tous mes vieux poisons, en sachant que je n'y risquais rien. Sous le ciel bleu, sous l'œil du gardien, oublié de ma mère, libéré des actes, fondu dans l'heure des autres, me disant répit, répit. Arrivé au poste, je fus introduit auprès d'un fonctionnaire étonnant. Vêtu en civil, en bras de chemise, il était vautré dans un fauteuil, les pieds sur son bureau, un chapeau de paille sur la tête, et sortant de la bouche un objet mince et flexible que je n'arrivais pas à identifier. Ces détails, j'eus le temps de les enregistrer avant qu'il me congédiât. Il écouta le rapport de son subordonné, puis se mit à m'interroger sur un ton qui, au point de vue de la correction, laissait de plus en plus à désirer à mon idée. Entre ces questions et mes réponses, je parle de celles méritant qu'on les prit en considération, il y avait des intervalles plus ou moins longs et bruyants. J'ai si peu l'habitude qu'on me demande quelque chose que lorsque l'on me demande quelque chose, je mets du temps à savoir quoi. Et le tort que j'ai, c'est qu'au lieu de réfléchir tranquillement à ce que je viens d'entendre, et que j'entends parfaitement bien, ayant l'ouïe assez fine, malgré sa vétusté, je me dépêche de répondre n'importe quoi. De crainte probablement que mon silence ne porte à son comble la colère de mon interlocuteur. Je suis un craintif. Toute ma vie, j'ai vécu dans la crainte, celle d'être battu. Les insultes, les invectives, je les supporte facilement. Mais au coup, je n'ai jamais pu m'habituer. C'est drôle, même les crachats me font encore de la peine. Mais qu'on soit un peu doux avec moi, je veux dire qu'on se retienne de me brutaliser, et il est rare que je n'arrive pas à donner satisfaction, en fin de compte. Or, le commissaire se contentait de me menacer d'une règle cylindrique, de sorte qu'il eut l'avantage d'apprendre peu à peu que je n'avais pas de papier dans le sens où ce mot avait un sens pour lui, ni occupation, ni domicile, que mon nom de famille m'échappait pour le moment, et que je me rendais chez ma mère, au crochet de qui j'agonisais. Pour ce qui était de l'adresse de cette dernière, je l'ignorais, mais savait très bien m'y rendre, même dans l'obscurité. Le quartier, celui des abattoirs, mon prince, car de la chambre de ma mère, à travers les fenêtres fermées, plus fort que son babil, j'avais entendu le rugissement des bovins, ce mugissement violent, rauque et tremblé qui n'est pas celui des pâturages, mais celui des villes, des abattoirs et marchés aux bestiaux. Oui,
supposition faite, je m'étais peut-être un peu avancée en disant que ma mère habitait près des abattoirs, car cela pouvait aussi bien être le marché aux bestiaux près duquel elle habitait. Tranquillisez-vous, dit le commissaire, c'est le même quartier. Le silence qui suivit ces aimables paroles, je l'employai à me tourner vers la fenêtre, sans rien voir vraiment, car j'avais fermé les yeux. Offrant seulement à cette douceur de bleu et d'or le visage et la gorge, et l'esprit vide aussi, ou presque, car je devais me demander si je n'avais pas envie de m'asseoir après un si longtemps debout, et me rappeler ce que j'avais appris à ce sujet, savoir que la position assise n'était plus pour moi à cause de ma jambe courte et raide, qu'il n'y avait que deux positions pour moi, la verticale, affalée entre mes béquilles, couché debout, et l'horizontale, par terre. Et pourtant l'envie de m'asseoir me venait de temps en temps, me revenait d'un monde disparu, et je ne résistais pas toujours, tout averti que j'étais. Oui, ce sédiment, mon esprit le sentait sûrement, bougeant on ne sait comment, comme de petits graviers au fond d'une flaque, pendant que parmi mes traits et sur ma grande pomme d'Adam, pesait le ciel superbe et l'air d'été. Et tout d'un coup, je me rappelais mon nom, Molloy. Je m'appelle Molloy, m'écriai-je tout à trac. Molloy, ça me revient à l'instant. Rien ne m'obligeait à fournir ce renseignement, et je le fournis, espérant sans doute faire plaisir. Vous me laissez garder mon chapeau, je me demande pourquoi. C'est le nom de votre maman, dit le commissaire. Ce devait être un commissaire. Molloy, dis-je, je m'appelle Molloy. Est-ce là le nom de votre maman, dit le commissaire. Comment, dis-je. Vous vous appelez Molloy, dit le commissaire. Oui, dis-je, ça me revient un instant. Et votre maman, dit le commissaire. Je ne saisissais pas. S'appelle-t-elle Molloy aussi, dit le commissaire. S'appelle-t-elle Molloy, dis-je. Oui, dit le commissaire. Je réfléchis. Vous vous appelez Molloy, dit le commissaire. Oui, dis-je. Et votre maman, dit le commissaire, s'appelle-t-elle Molloy aussi? Et je réfléchis. Votre maman, dit le commissaire, s'appelle... Laissez-moi réfléchir, m'écriai-je. Enfin, je m'imagine que cela devait se passer ainsi. Réfléchissez, dit le commissaire. Maman s'appelait-elle Molloy? Sans doute. Elle doit s'appeler Molloy aussi, dis-je. On me mena dans la salle de garde, je crois, et là on me dit de m'asseoir. On s'expliqua, j'abrège. J'obtins la permission, sinon de m'allonger sur un banc, du moins de rester debout, appuyé contre le mur. La salle était sombre et parcourue en tous sens par des gens se dépêchant. Malfaiteurs, policiers, hommes de loi, prêtres et journalistes, je suppose. Tout cela faisait sombre, de sombres formes se pressant dans un espace sombre. On ne faisait pas attention à moi et moi je le leur rendais bien. Alors comment pouvais-je savoir qu'ils ne faisaient pas attention à moi? Et comment pouvais-je leur rendre puisqu'ils ne faisaient pas attention à moi? Je ne sais pas. Je le savais et le leur rendais. Enfin, c'est tout. Et voilà que soudain, devant moi surgit une grande et grosse femme vêtue de noir, de mauve plutôt. Je me demande, encore aujourd'hui, si ce n'était pas l'assistante sociale. Elle me tendait un bol plein d'un jus grisâtre, qui devait être du thé vert sacchariné, lacté à la poudre, dans une soucoupe dépareillée. Ce n'était pas tout, car entre le bol et la soucoupe se dressait précairement une grande tranche de pain sec,
dont je me suis à dire avec une sorte d'angoisse. Elle va tomber, comme si cela avait de l'importance, qu'elle tombât ou non. Un instant plus tard, moi-même, je tenais dans mes mains tremblantes ce petit amas d'objets hétérogènes et branlants où voisinaient le dur, le liquide et le mou, et sans comprendre comment le transfert venait de s'effectuer. Je vais vous dire une chose, quand les assistantes sociales vous offrent de quoi ne pas tourner de l'œil à titre gracieux, ce qui pour elles est une obsession, on a beau reculer, elles vous poursuivraient jusqu'aux confins de la terre, le vomitif à la main. Les salutistes ne valent guère mieux. Non, contre le geste charitable, il n'existe pas de parade à ma connaissance. On penche la tête, on tend ses mains toutes tremblantes et emmêlées, et on dit merci, merci madame, merci ma bonne dame. À qui n'a rien, il est interdit de ne pas aimer la merde. Le liquide débordait, le bol vacillait avec un bruit de dents qui claquent. Ce n'étaient pas les miennes, je n'en avais pas. Et le pain ruisselant se penchait de plus en plus. Jusqu'au moment où, comble de l'inquiétude, je jetai le tout loin de moi. Je ne le laissais pas tomber, non, mais d'une poussée convulsive des deux mains, je l'envoyais s'écraser par terre ou contre le mur, aussi loin de moi que mes forces le permettaient. Je ne dirai pas la suite, car je suis lasse de cet endroit, et je veux aller ailleurs. L'après-midi était déjà fort avancé, quand on me dit que je pouvais disposer. Recommandation me fut faite de me tenir mieux à l'avenir. Conscient de ma faute, sachant maintenant pour quel motif on m'avait appréhendé, sensible aux irrégularités que mon interrogatoire avait mises à jour, je m'étonnais de retrouver si vite la liberté, si c'était bien elle, et sans qu'il fût question de la moindre sanction. Avais-je, sans le savoir, un protecteur en haut lieu? En avais-je imposé au commissaire à mon insu? Avait-on réussi à joindre ma mère et à faire confirmer par elle ou par les gens du quartier une partie de mes dires? Estimait-on que ce n'était pas la peine de me poursuivre en correctionnel? Châtier de façon systématique un être comme moi, ce n'est pas commode. Ça arrive, mais la sagesse le déconseille. Ça arrive, il est préférable de s'en remettre aux agents. Je ne sais pas. C'est le port de papier d'identité et de rigueur. Pourquoi n'insistèrent-ils pas pour que je m'en munisse? Parce que cela coûte de l'argent et que je n'en avais pas? En ce cas, n'aurait-il pu saisir ma bicyclette? Probablement que non, sans un arrêt du tribunal. Tout cela est incompréhensible. Ce qui est certain, c'est que jamais plus je ne me suis reposé de cette façon, les pieds obscènement posés par terre, les bras sur les guidons, et sur les bras la tête abandonnée et brimbalante. C'était en effet un triste spectacle et un triste exemple pour les citadins qui ont tellement besoin d'être encouragés dans leur dur labeur et de ne voir autour d'eux que des manifestations de force, de joie et de cran, sans quoi ils seraient capables de s'effondrer en fin de journée et de rouler par terre. On n'a qu'à m'apprendre en quoi consiste la bonne conduite pour que je me conduise bien dans la mesure où mon physique le permet. Comme notre cher Samuel a de la suite les idées qui s'enchaînent l'une à l'autre sans que l'on puisse y mettre un point final, je vais quand même devoir vous quitter, car ma bouche se dessèche, j'ai du mal à parler, mon ventre
34.